Dans les marges, qui vient de paraître, pourrait servir de titre générique à une œuvre qui se situe d'emblée ailleurs. Ailleurs, c'est loin de Paris, loin de la seule langue française, puisque Gilles Ortlieb traduit du grec, de l'anglais et de l'allemand. Ses goûts, aussi bien en matière de littérature ou de poésie que pour ce qui touche aux lieux et aux paysages, le conduisent souvent aux confins. Les Ardennes, la Lorraine, le Luxembourg, quelques îles grecques ou la Lettonie. Il n'y est jamais touriste, plutôt flâneur. On voudrait dire toujours flâneur. Et c'est donc avec lui que nous flânerons dans ces deux livres comme dans des précédents. Citons pour mémoire Noël à Ithaque, publié au temps qu'il fait en 2006, Des Orphelins, publié en 2007 chez Gallimard, de même que Tombeau des Anges, l'année suivante, et puis, quelques années plus tard, chez Finitude, Vraquier, en 2013. Première question, Gilles Ortlieb, j'ai choisi de ne pas distinguer ces deux livres à travers mes questions, mais j'aimerais que vous les présentiez chacun. Alors, ils relèvent de deux genres assez différents. Le premier, Dans les marges, c'est purement des essais littéraires. C'est d'ailleurs sous-titré 12 petites études consacrées à des écrivains inégalement connus. Ça commence avec Cavafis, qui a indirectement donné son titre au volume, puisque c'était le premier texte s'appelle Dans les marges de Constantin Cavafis. Et ça décrit un peu la démarche, c'est-à-dire qu'on peut considérer que ces textes-là sont partis de notes prises dans les marges de livres qu'on a aimés, a priori, qui vous ont inspiré des réflexions, des idées, des recoupements, comme si elles étaient indiquées au crayon dans la marge de l'auteur en question. Et après, il y a un travail de mise en forme. Mais ce sont des essais littéraires, donc pas faciles a priori. D'autant que parmi les auteurs cités, donc il y a Cavafis. Le dernier en date, c'est Jean-Luc Sarré, qui est un poète actuel, ou Paul Deroux, qui vit toujours, mais qui a une renommée assez restreinte, il faut bien dire les choses comme elles sont, ou encore des figures qui sont un peu dans une semi-pénombre, comme Odilon Jean Perrier, par exemple. Alors, ça n'a pas été le seul motif, c'est pas parce qu'ils sont inconnus que j'ai eu envie d'en parler, mais il se trouvait que tous, à des degrés divers, touchaient quelque chose. C'est-à-dire, comme disait Valérie, à qui on demandait pourquoi il écrivait, il disait « je ne suis pas de bois », et il y a une réactivité avec ces livres-là. Donc, et je pense qu'on doit pouvoir évidemment conclure que, mis bout à bout, ça finit par dessiner en creux un peu un portrait ou chinois ou inversé, enfin on voit un peu ses propres préoccupations à travers celles qu'on a choisi de souligner chez les autres. Tandis que l'autre, Et tout le tremblement, c'est tout à fait, c'est des récits un peu à la première personne, avec les limites du genre. Je conçois tout à fait que ça puisse prêter le flanc à des critiques d'égotisme ou quoi que ce soit, mais enfin bon, ça c'est un peu un journal de bord. Là, c'est pas dans les marges, c'est un journal de bord de certaines expériences à l'étranger, souvent, puisqu'il se trouve que ça déclenche quelque chose. Et donc, ça peut aller en effet depuis un séjour à Porto ou au Pays de Galles sur les traces d'un peintre qui m'avait marqué quand j'avais découvert ses œuvres, ou par hasard, je me suis trouvé sur une île grecque peu après un tremblement de terre. C'est donc une série de petites expériences circonscrites, même avec Luxembourg dont vous parliez, même si c'est pour préciser les circonstances du départ et de l'adieu. Mais ça, c'est des textes à la première personne, en réaction entre un milieu et celui qu'il traverse, tandis que dans les marges, c'est texte en réaction avec une lecture et ce qu'elle déclenche chez le lecteur. Malgré tout, le point commun qui me frappe à la lecture, c'est cette question justement des marges, comme vous le dites, ou des confins. C'est quand même l'un des points qui rassemble ces deux livres. Vous évoquiez l'étranger,
Il y a un étranger très proche, c'est Sedan par exemple. Oui, Il y a un autre étranger, d'une certaine manière, on pourrait le dire, c'est Paris quand vous évoquez les noms de rues dans lesquels il y a toujours le nom petit, on y reviendra. oui. Mais cette question des confins, Alors, c'est des confins pas très aventureux. Hein. Sedan, c'est à 1h30 de Paris, je pense. Euh, il y a peut-être même moyen d'y arriver en TGV. Mais alors, c'est vécu comme un confin. En fait, c'est pas forcément un confin réel. Et en fait, c'est se placer dans des situations d'étrangeté, j'ai l'impression, qui fait qu'on devient tout d'un coup, qu'on prête l'attention à des choses qui ne vous marqueraient pas si elles appartenaient à votre milieu quotidien. C'est donc cette réaction quasiment chimique, c'est la description de cette interaction en fait entre le fait de se balader dans un environnement qui vous paraît étranger, même s'il l'est à peine, et ce qui suscite chez celui qui se balade, quoi. Et pour les auteurs, puisque vous mettez les deux bouquins sur le même plan ou presque, je suis je ne sais pas trop où situer le confin en fait, parce que sinon dans le cas de Bove, qui était une lecture un peu très assidue, mais maintenant un petit peu ancienne, euh, un peu passionnée, c'est-à-dire confin au sens où tout d'un coup on a l'impression de lire quelque chose qu'on n'a jamais lu. C'est-à-dire que les récits de Bove, quand on les lit pour la première fois, c'est une expérience qu'on peut aussi éprouver quand on lit Thomas Bernhard pour la première fois. On est tout d'un coup un peu électrocuté. Enfin, c'est entre l'électrocution et la commotion, selon là où on place le curseur. Mais c'est confin en ce sens-là, c'est-à-dire au sens d'une expérience intime, à quelle profondeur on perçoit l'œuvre de quelqu'un d'autre. Euh, pour Jean-Claude Pirotte, qui est l'un des autres poètes cités, ça c'est plutôt par familiarité, parce qu'il se trouve qu'on s'était connus, qu'on s'écrivait assez régulièrement. Et il y a aussi une part de, comment dire, le terme va paraître presque vulgaire, de commande dans l'histoire. C'est-à-dire le texte sur Pirotte, c'est quelque chose qui m'avait été demandé après sa disparition. Donc il y avait un espèce de devoir amical, il ne s'agissait pas de se dérober, et sur le même plan, le texte sur les rues de Paris dans lequel apparaît le mot petit, petites écuries, petit toit, petit pont, etc., c'était aussi une commande pour une revue qui avait choisi d'illustrer le thème écrire petit. Alors je ne savais pas par quel bout prendre ce thème, et c'était un petit peu jésuite rhétorique, comme on voudra, c'était une façon de contourner le problème, c'est-à-dire de faire une espèce de tour systématique des rues de Paris comportant un petit dans leur intitulé. Je reconnais que c'était un peu tordu, mais bon, voilà. En même temps, ça permet de découvrir des choses qu'on n'aurait jamais vues. Je ne serais jamais allé au fin fond du 16e voir à quoi ressemble la rue de la Petite Arche s'il n'y avait pas cette contrainte, quoi. Mais il me semble qu'il y a une autre commande, c'est Jacqueline Fritry. Parce que, est-ce que ce n'est pas le texte qui est paru dans la revue de la Mythe sur Sedan? ah, sur Sedan, oui. Alors là, le sujet, c'était... Oui, alors ça, c'était sujet plus vague, c'est pas possible, puisque c'était la ville. Donc on pouvait écrire absolument ce qu'on voulait. Il se trouve que pour Paris, je sais pas, il y a un effet d'anesthésie à force de familiarité. Donc, et puis on a l'impression que un territoire qui a été tellement arpenté avec des gens qui ont écrit des choses tellement bien là-dessus que passer derrière et faire moins bien, c'est pas très motivant. Tandis qu'on se dit que Sedan, finalement, il n'y a pas. Et ça, c'était aussi, pour faire un crochet avec le tombeau des anges, une des motivations majeures, c'est-à-dire aller voir ces endroits qui ont historiquement compté et qui sont maintenant tout à fait négligés à volo. Quand ils ne sont pas repris en main par des maires FN, je fais allusion à M. Engelmann, au nom prédestiné, qui est le maire de Hayange, c'était une volonté un peu de rendre compte de quelque chose qui paraît incroyablement négligé, enfin qui n'existe pas, quoi. Alors c'est un petit peu
un peu prétentieux, je comprends bien qu'on l'entende comme ça, de se dire si moi je ne vais pas un petit peu témoigner de ça, qui va en parler. Mais en même temps, le sujet des friches industrielles, c'est pas un sujet nouveau, donc voilà. Vous parlez de toute façon à un moment de votre attrait, si je puis dire, vous corrigerez mon imprécision, de la poussière des choses non notées. Oui, ça c'est. On entre dans du subtil. Je pense que vous faites allusion à une des notes d'un des textes. Oui, tout à fait. Oui, avec, si je me souviens bien, oui, c'est des petites choses qui traversent l'esprit. Et Dieu sait si ça se mesure au kilo dans l'espace d'une journée, les petites choses qui traversent l'esprit. Alors là, il y a un embranchement où elles se contentent de traverser l'esprit, elles vont se perdre et s'évaporer et on n'en parle plus, ce qui est le cas de 9 petites choses sur 10. Et puis la 10e, qui pour une raison ou pour une autre, on décide de s'y arrêter un peu, de la noter avec les moyens du bord, avec un intérêt, on se doute bien qu'il est aussi très inégal. Je pense que dans la note à laquelle vous pensez, je crois que le dernier exemple, c'est cet agacement devant les gouttes d'huile quand on ouvre une boîte de thon ou de sardines à l'huile avec tirette, et il y a toujours quelques gouttes qui giclent ailleurs. Donc on peut rien faire. Bon, c'est pas dramatique, on est d'accord, mais bon, c'est le genre de choses, d'exemples alors bon, ça acquiert une existence minime par le fait qu'on en parle, mais bon, je me fais pas non plus d'illusions sur la portée du phénomène. On est d'accord. Mais elles prennent. Le paradoxe, c'est que ces choses non notées ou mineures ou secondaires prennent finalement au quotidien une place énorme dans notre vie. Simplement, on décide de les passer sous silence, de faire comme si elles n'existaient pas, mais ça n'empêche pas qu'elles existent. Donc c'est une façon de rendre un tribut ou un petit hommage minimal à ces choses qui nous occupent parfois à notre insu, quoi. Mais cet intérêt pour la poussière des choses non notées recoupe aussi ce que vous écrivez de Cavafis, c'est-à-dire sur le goût des détails, sur l'importance des détails. J'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de hasard là. Oui, enfin la phrase de Cavafis, si je me souviens bien, c'est qu'est-ce que l'art sinon des détails. Alors de là, on peut passer vers la sagesse populaire, disons que le diable se cache dans les détails. Mais il se trouve que pour moi, ça revêt une importance capitale, le détail, parce que c'est parfois la seule façon d'attraper quelque chose, c'est-à-dire de la rendre soit visible, soit sensible, soit perceptible. Il ne s'agit pas non plus d'aller chercher le détail incongru pour soi-même, mais il y a des choses qui s'accrochent dans le mental par la seule vertu du détail, qui sinon ça glisserait. Alors je vous cache pas que c'est parfois un problème que je me pose, c'est-à-dire c'est la garantie de parler, la recherche d'un parler juste, c'est-à-dire sans emphase, sans rodomontade, sans nommer la petite chose qui est, alors avec évidemment le risque que tout ça paraisse au bout du compte assez mineur et facultatif. Ça, je suis bien conscient de ça. Mais bon, c'est comme ça que ça se trouve. Mais je crois que c'est votre parenté justement avec Cavafis, parce que vous écrivez que dans toute l'œuvre de Cavafis, on ne compte pas plus de 15 points d'exclamation, et que justement il refusait l'emphase. Dans son cas, oui, mais alors lui, c'était quand même très lesté historiquement par une quantité de lectures faramineuses. Quand il se débrouille pour retracer l'existence d'un roitelet séleucide en 15 vers, et ça c'est un point qu'il partage avec Jean-Luc Sarré, qui est un autre, et je pense à un volume de Jean-Luc Sarré qui s'appelle Poème costumé, que je trouve très culotté, poétiquement parlant, c'est-à-dire tout à fait détaché de ce qui nous environne. Et on sent que ce sont des poèmes avec un goût du détail juste, mais qui n'est pas du tout gratuit, c'est-à-dire que ça repose sur des lectures
sans fin et parfois sans fond. C'est-à-dire, il s'est tapé, comment il s'appelle, le chroniqueur, le mémorialiste. Je pense à Sainte-Beuve, mais c'est pas Sainte-Beuve, c'est l'autre, Saint-Simon. Voilà. Où il y a je ne sais pas combien de volumes dans la Pléiade, et je n'exclus pas qu'il ait lu l'intégralité. Mais ça lui permet de donner des détails que je trouve d'une précision confondante quand il parle de je ne sais quelle marquise qui déteste les chats et puis qui tout d'un coup voit flotter un poil de chat au-dessus de sa tasse de café. C'est le genre de détails comme un gage d'authenticité d'une certaine manière. Et avec Cavafis, c'est un petit peu pareil. Il a ce sens du détail. Je pense à un poème assez connu qui doit s'appeler Jour de 1908, où il se remémore de certains matins au bord de la plage à Alexandrie. Et puis, il y a un jeune homme mais qui se défait d'un complet cannelle, d'un veston cannelle qui pose sur le sable. Et on le voit. Je veux dire, tout d'un coup, ça acquiert une visibilité extraordinaire. Et je pense que ça tient au détail, c'est-à-dire sinon on le verrait pas. Et c'est un peu le sens de la démarche, je pense. Alors, tout à l'heure vous évoquiez les lieux, vous évoquiez Pirotte, et justement il y a une phrase de Pirotte autour des lieux, il faut trouver son lieu, ses vrais lieux. Alors il faut bien l'entendre, ces vrais lieux. J'aimerais que vous parliez de cela, des vrais lieux. Oui, qui n'est pas une phrase de Pirotte lui-même, c'est Pirotte qui cite Joubert, disons qu'il faut placer les choses dans un vrai lieu, faute de quoi elles apparaissent sous un faux jour, je crois, plus ou moins, peut-être pas littéralement, mais c'était ça l'idée. Et je trouve qu'on le sent tout à fait chez les écrivains qui vous rendent perceptible une atmosphère. C'était un peu le cas il y avait un maestro dans ce domaine, c'était Simenon par exemple, qui pouvait décrire le milieu des éclusiers ou d'une modiste du 17e arrondissement, ou avec une justesse extraordinaire, enfin assez impressionnante. Et pour ce qui est de mon rapport au lieu, c'est bon, comme c'est finalement, il y a le sentiment de patrie nulle part. Je n'ai pas du tout l'impression d'appartenir à un endroit plus qu'à un autre. Et pour des circonstances de vie personnelle, il se trouve que pendant une vingtaine d'années, l'endroit où je me sentais finalement le plus chez moi, c'était dans les trains, entre un point A et un point B. Parce que du coup, on est réceptif, attentif, rien ne vous échappe, ou presque. Depuis les champs de colza jusqu'aux petites routes entre les vignes. Enfin, on remarque des tas de choses qu'on remarquerait pas autrement. Donc, on peut après se poser enfin, en ce qui me concerne, je me suis moi-même interrogé parfois sur le fait de savoir pourquoi est-ce qu'on va vers des lieux déshérités sous prétexte qu'on s'y sent plus chez soi qu'ailleurs. Et là, j'ai pas vraiment la réponse, mais force est de constater que j'ai pu me sentir chez moi dans les villes en ange beaucoup plus que ce n'était jamais arrivé à Luxembourg, paradis fiscal plein de fonctionnaires européens et de traders. Donc on revient un petit peu à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire ce penchant vers le versant méconnu des choses. Donc là, il peut y avoir en effet un sentiment d'appartenance, parfois, dont les ressorts restent mystérieux, mais dont j'en prends acte, quoi. C'est comme ça que ça marche, visiblement. Je crois qu'il y a aussi la question du temps. Vous l'évoquez à propos de Jean-Luc Sarré, enfin vous citez Jean-Luc Sarré, cette question du temps dont on a besoin. Oui, Jean-Luc Sarré doit dire il a besoin de tout son temps pour ne rien faire, ce qui est une assez bonne définition de la déambulation mentale ou de la rêvasserie. Ce qui frappe dans la démarche, c'est que c'est tout à fait désintéressé, c'est-à-dire on cherche à obtenir rien de quoi que ce soit, et ce faisant, on tombe parfois sur des gemmes, sur des petits trésors, sur des pépites, quoi. Mais rien n'est programmable ni prévisible. Donc il y a ce sentiment de
pas de volo, mais de laisser couler les choses à leur rythme sans interférer ou sans vouloir intervenir trop violemment. Et ça peut réserver des surprises et parfois des bonnes surprises, parfois des moins bonnes. Vous venez d'employer un verbe avec un préfixe en D, et la première page de Porto mi-septembre, je vous lis: d'un jour à son lendemain, il arrive qu'on se retrouve soudain démuni, désemparé, désorienté, et sans aller jusqu'à dépouiller, à moins de s'être fait dérober le portefeuille contenant viatique et preuve d'identité, d'autres épithètes en D pourraient sûrement venir s'ajouter à la liste. On pourrait partir de cette liste des verbes en D, et en particulier dépouiller, parce que j'ai l'impression que Oui, mais ça se rapporte à quelque chose de tout à fait qui était arrivé sur place, c'est-à-dire que à Porto, j'ai dû perdre mon téléphone portable, un portable à Porto que j'avais dû laisser à un arrêt d'autobus. Donc évidemment, difficile de ne pas soupçonner l'acte manqué réussi, parce que j'avais dans ce téléphone toutes les photos que j'avais faites. C'était dans le cadre d'un travail sur un poète portugais. Il y avait tous les clichés de ces manuscrits qui avaient été faits soigneusement en bibliothèque. J'avais passé des heures. Donc dépouillé en ce sens-là, c'était quelque chose qui m'était arrivé. Mais il y a ce sentiment, en effet, à l'étranger, d'être parfois tout à fait d'une fragilité infinie, parce que c'est un peu le Bernard Lamite qu'on tire de sa coquille. Il est tout mou de partout. Je dirais n'importe quoi, la graisse, elle lui fait mal. Donc c'était un petit peu, c'était ce sentiment-là dont j'essayais de rendre compte. Vous l'évoquez aussi à propos justement de Bruxelles, quand vous dites que vous aviez une tâche à faire qui vous défait. Oui, alors là aussi, il faut expliquer les circonstances. C'est-à-dire, c'était un séjour à Bruxelles pour essayer de comprendre. Là, ça renvoie à un travail déjà plus ancien. Quand on lit la correspondance de Baudelaire sur les 2 années, ou presque 2 années bruxelloises qu'il a passées, qui est une calamité sans nom, c'est-à-dire ses lettres à sa mère et à tous ses amis, c'était quelqu'un qui s'était enferré dans un exil insupportable duquel il était incapable de sortir. C'est-à-dire qu'il est sorti désarticulé de Bruxelles. Il a été rapatrié en France après sa fameuse attaque cérébrale dans l'église de Namur, et il n'a plus jamais articulé une phrase correcte, à part peut-être passez-moi la moutarde, quand il était à table avec des amis qui venaient assez fidèlement le voir dans la maison de santé où il avait été recueilli. Donc il y avait le travail qui me défait, c'était en effet un séjour entièrement dicté par la volonté de comprendre ce qui avait pu attacher Baudelaire à son rocher, qui le fichait en l'air de façon systématique et méthodique. Il s'en est parmi, et donc l'expérience était assez pénible, parce que quand on lit ces lettres, en effet, ça vous poigne. C'est pas un mot qu'on emploie souvent, mais je vois pas tellement quel autre verbe employer. C'était poignant, d'une triste. Et alors, quand on met en regard l'image que Bruxelles peut offrir certaines fois, qui est en effet une ville pas très très gaie, enfin il s'y passe plus de choses que dans d'autres, mais il y a un côté un peu volontiers, un petit peu sinistre parfois, dans les quartiers démolis, enfin. Donc il y avait ce travail qui me défaisait, c'était uniquement ça, c'était lié avec ça allait avec des recherches de fond sur les peintures qu'il avait pu voir, mais le bilan global n'était pas très gai, quoi. C'était un peu défaisant. Alors, dans d'autres cas, j'ai envie d'employer le terme de fantaisie. Je vais donner un exemple très concret, le texte sur Zant. Oui. Et j'aimerais que vous en parliez. Alors, je vais préciser peut-être un peu ma question. C'est celle de ce que j'appellerais des échos, des correspondances. Puisque Zant renvoie à 3 identités, si je puis dire. Oui, la troisième, elle est très anecdotique. Mais j'avais été assez surpris quand un ami m'avait envoyé des photos, un ami qui vit
pour partie en Lettonie, m'avait envoyé une photo, je ne sais pas comment il s'y était retrouvé, avec une pancarte au bord d'une route annonçant la ville de Zante. Et donc il y avait ce clash, je ne vois pas comment on pourrait appeler ça autrement, quand on pense aux Zantes qu'on connaît, c'est-à-dire Zakynthos, dans la mer Ionienne, qui a fourni, je crois, l'affiche qui est la plus universellement reproduite des vacances en Grèce, parce que c'est cette fameuse plage avec une mer turquoise et le navire échoué, la plage du naufrage, qui est célèbre dans toutes les agences de voyage. Donc, quand on met en regard, oui, la fantaisie, c'était de mettre dans la même enveloppe onomastique deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Donc, c'était un peu... donc j'avais pris l'avion un été pour aller à Zante, voir à quoi ressemblait la ville de Zante, qui est une ville minuscule avec 3000 habitants, avec un musée de la guerre, il n'y avait même pas d'hôtel. Et donc là aussi, on revient un petit peu au lieu perdu, c'est-à-dire on arpente ces rues avec des HLM de campagne. Il n'y a pas grand monde à qui adresser la parole. Il y a des très belles vaches cannelle comme ça, couchées dans l'herbe, mais bon, le dialogue est assez limité. Et on fait le tour, on essaye de faire le tour de la petite ville, et en regard, en contrepoint, il y a eu une expédition j'ai envie de dire la vraie Zante, mais ce serait injuste pour la Lettonie, pour l'île de Zante, où toutes les choses sont beaucoup plus faciles, l'air est plus doux. Donc il y avait le texte s'appelle Le nom de Zante, c'était justement voir combien une réalité peut se trouver tiraillée dans deux sens différents sous un même intitulé. Et la troisième, qui est une espèce d'épilogue en clin d'œil, c'était juste parce que dans Le nom de Zante aussi entre un paquet de cigarettes grecques que j'aime beaucoup, avec une très belle femme blonde bouclée dont je raconte l'histoire, qui était la maîtresse occasionnelle d'Atatürk, et ces cigarettes qui n'existent plus. Philippe Morris a racheté la firme et on ne peut plus les trouver en Grèce. Donc c'est déjà du vintage collector, comme on dirait s'il s'agissait de voitures. Et ces cigarettes s'appelaient Santé, ce qui était quand même assez culotté. Mais comme à l'entre-deux-guerres, c'était pas du tout culotté. Il y avait je me souviens des placards publicitaires vantant les bienfaits pour la santé de fumer des cigarettes de la même marque. Maintenant, les choses ont un peu changé avec les paquets neutres, etc. Pas dans le sens plus drôle. Et donc, ils avaient trouvé comme astuce de renverser le S, de le mettre dans l'autre sens, de le transformer en Z, de supprimer l'accent aigu sur santé. Donc ça permettait à peu de frais, à bon compte, de refourguer la même marchandise sous un autre nom. Mais c'est plutôt une espèce de coquetterie, le dernier petit texte. Vous parliez d'onomastique et de noms. Les noms propres occupent une certaine place dans vos livres. Par exemple, il y a tout un passage sur les noms d'hôtels. Oui. D'ailleurs, on retrouvera quand vous parlez de Emmanuel Bove, vous dites que Bove aimait bien justement vivre dans des hôtels ou des pensions à l'écart de tout milieu, si je puis dire. Oui. Et chez vous aussi, ce qui est très très important, c'est les noms de rues. Et par exemple, il y a tout un passage très très amusant sur les noms de gares en Pays de Galles, qui renvoient à des médicaments, etc., etc. J'aimerais que vous parliez de cette question des noms, parce qu'on a l'impression que c'est fondateur. Et si vous me permettez, je lis un petit passage. Allez-y. Je ne vais pas lire les noms portugais, parce que malheureusement, je risque d'être très maladroit. Donc, en substance, vous citez un certain nombre de noms de rues au Portugal. Par exemple, Rua da Voz do Operário, Largo Chafariz de Dentro. Et vous écrivez, le nom de chacune de ces rues tend vers le poème. Mais le poème de ces noms de rues, jamais ne fera un poème. C'est dans un poème, justement, qui s'appelle Dans le quartier d'Alfama. Oui, là aussi, je me pose la question moi-même. Et l'interprétation ou l'explication que je donne,
dans un milieu auquel on ne comprend pas grand-chose, on se raccroche à ce qu'on peut. Donc la chose la plus accessible, la plus immédiate, la plus facile, comme quand on déboule dans une ville inconnue, on ne sait pas du tout vers où s'orienter, on n'a aucune idée du plan de la ville, donc on cherche le panneau sur lequel il y aura le plan de la ville. Avec la pastille «Vous êtes ici», entouré de rouge, ce qui avait fait dire à Gueuluc, eh bien, les nouvelles vont vite. Il y avait je me souviens d'un dessin de lui qui était assez bien fichu. Mais il se trouve que ça recèle, alors ça c'est peut-être une déformation professionnelle, mais je trouve c'est même une évidence de le dire, il y a une poésie des noms de rue qui est difficilement niable ou contestable. Donc la chose c'était pour la première fois présentée dans mon souvenir au cours d'un séjour à Marseille. Que j'avais arpenté un peu dans tous les sens au mois de février, qui n'est pas le mois le plus propice. Et je me souviens d'avoir feuilleté de façon presque compulsive l'index des noms de rue, parce qu'on trouve du coup des choses comme chemin du Vallon de la femme morte, avenue du point d'interrogation, impasse Quo Vadis. Je trouve qu'on peut difficilement trouver mieux pour quelqu'un qui ne sait pas tout à fait où il va qu'un nom d'impasse qui s'appelle Quo Vadis. Et après, la chose s'était un petit peu renouvelée à Bruxelles, et pour la même raison, c'est-à-dire on cherche à prendre, dans cet effort d'appropriation du lieu, avec les moyens du bord, on peut aussi essayer de s'appuyer sur les noms propres qui vous sont donnés. C'est un peu comme les noms qu'on voit passer depuis une fenêtre d'un train dans un trajet nocturne. Les choses qui vous frappent, ce sont ces choses lumineuses. En général, c'est pas ce qu'il y a de mieux, avenue des Marques ou Kiloutou ou Kiabi, ou enfin dans les fameuses zones industrielles, ou les ZAP ou les ZIC ou les UT, ou je sais pas comment elles s'appellent. Mais il y a à Bruxelles, il y a je sais pas, je trouve que tomber sur rue de la Graffe ou rue du Taciturne ou rue du Sel ou rue du Radium, moi ça me comble, parce que je trouve que c'est tout d'un coup il y a une puissance d'évocation. Et alors évidemment on se pose la question, pourquoi appeler rue du Radium, enfin donc ça enchaîne, ça entraîne un petit écheveau de questions à la suite. Ça nourrit la pelote mentale, quoi. Donc c'est valable pour les noms de rue, c'est valable aussi pour les noms de boutiques, ou pour les. Et je me souviens à Bruxelles aussi d'une enseigne avec Palais du Pantalon. Et puis il se trouve que dans le mot palais, il y avait 3 lettres qui avaient sauté, et donc il restait le A, les 2 A et le S, donc il ne restait plus que pli du pantalon. Donc c'est le genre de choses, on n'est pas de bois, on ne peut pas être tout à fait insensible à ce genre de hasard, quoi. Je pense que l'onomastique vient se faufile là-dedans, c'est-à-dire c'est à la fois une façon de prendre appui sur les choses dans un milieu incertain, qui est pas tout à fait net sous les pieds, on ne sait pas trop où on va ni ce qu'on en fait, et puis il y a la vertu de la chose évoquée. Ça doit être, oui, c'est lié. Alors, tout à l'heure, vous y faisiez allusion, vous disiez de vous sentir de nulle part, de ne pas vous sentir particulièrement d'un lieu ou d'un autre, d'un pays ou d'un autre. Et je crois que même dans le texte sur Cavafis, vous parlez des exils de Cavafis, des nombreux exils, l'un qui est lié à son homosexualité, l'autre qui est lié au fait que il vivait à Alexandrie, donc le grec n'était pas forcément sa première langue, etc. J'ai envie d'aborder un autre aspect de votre travail, auquel vous faites allusion dans les marges, c'est votre travail de traducteur. Et il y a une expression qui m'a beaucoup frappé, parce qu'elle vient de Henri Thomas, quand il explique que traduire les sonnets de Shakespeare, c'était comme résoudre des problèmes de géométrie. Ce qui va nous amener directement ou indirectement, peut-être de façon oblique, puisqu'on parle beaucoup d'oblique, à cette question de l'écriture et du style, du lien qui existe entre votre activité de traducteur et votre écriture tout court, votre style, appelons ça comme on veut. Vous parlez à propos du style, du résultat de poussées contradictoires. Mais commençons par l'activité de traducteur. Oui, c'est très difficile. Thomas, dont vous parliez, fait lui-même
qui a beaucoup donné, si je puis dire, dans ce domaine, pas seulement avec Shakespeare, mais enfin avec des auteurs allemands, avec quelques auteurs russes, beaucoup d'auteurs anglais, c'est évidemment il y a ce qu'on peut retirer au point de vue de la langue, c'est le souci de la précision. C'est-à-dire qu'on ne traduit pas, ça oblige à creuser le champ lexical jusque dans les nervures les plus fines parfois. On ne sait pas si on peut avoir par exemple 5 ou 6 mots rendant le sens de être énervé, et il y en a une seule qui conviendra compte tenu du contexte, compte tenu du niveau de langue de celui qui écrit, etc. Donc il y a parmi les gains de la traduction, il y a ce souci de l'expression. Et là aussi, on revient encore aux détails. En même temps, c'est un carcan, c'est-à-dire que la traduction, c'est quelque chose, on s'y enferme, on fait un peu une croix sur tout ce qui est expression personnelle, etc., comme étant déplacé ou pas d'actualité, ou hors propos ou hors sujet. C'est évidemment très ingrat en règle générale, enfin d'habitude, parce qu'on peut passer des heures, encore plus pour la poésie, on peut passer des heures à traduire quelque chose et à n'être pas tout à fait content du résultat. Donc c'est pas très gratifiant comme activité, sauf quand le produit est fini et que quelque chose existe en français qui sinon n'aurait jamais vu le jour. Donc ça, c'est un peu la récompense. Mais encore faut-il qu'elle intéresse, qu'elle trouve son public, ce qui n'est pas du tout gagné d'avance. Mais je pense que on ne fonctionne pas en tant que traducteur ou auteur de notes ou diariste, etc. C'est des cases différentes. Je pense vraiment que c'est assez étanche, quoi. Et il y a un souci de fidélité par rapport à la langue source qui bride un peu toute intervention d'une langue personnelle, si on veut être un petit peu consciencieux. Quand vous évoquiez ces poussées contradictoires pour définir le style, ça vous concernait personnellement ou pas? Je veux dire, est-ce que vous, quand vous écrivez, vous avez pris dans cette tension-là? La phrase, je crois que c'était à propos de... Je pense que vous faites allusion au petit texte sur la traduction. Il y a un instant précis de la traduction qui fait, quand on a juste fini un premier jet, qu'on est très loin de la version finale, mais il y a un moment d'équilibre ponctuel et global qui finissent par se recouper et qui font que la traduction tiendra la route ou pas. C'est très vrai pour la traduction, c'est-à-dire qu'on est vraiment au centre, on est coincé d'une certaine manière entre sa langue propre, celle qu'on ne contrôle pas forcément, c'est-à-dire qui vous vient spontanément, la langue de l'auteur, qu'on voudrait ne pas trop trahir, c'est-à-dire si on fait cette traduction, c'est pour être un peu fidèle à celui qu'on est chargé de traduire, et puis une troisième qui maintenant m'échappe, mais ça c'est beaucoup moins contraignant au stade de l'écriture personnelle. J'ai l'impression que dans l'écriture personnelle, le hasard joue un beaucoup plus grand rôle que ce n'est le cas dans la traduction, où le chemin est balisé d'une certaine manière. L'inventivité, bon, on peut en avoir besoin dans le cas d'œuvres limites, sans aller jusqu'à Finnegan's Wake, mais enfin des choses où il faut être inventif, sinon on échoue lamentablement. Mais quand même, dans la majorité des cas, les bords sont tracés, quoi. Il y a des trottoirs sur lesquels on ne monte pas dans tous les sens. Pour l'expression personnelle, on est un petit peu plus libre, évidemment, avec des pentes douces dont on n'est sans doute même pas conscient, c'est-à-dire qu'on privilégiera certaines expressions, certains niveaux de langue, mais ça, on ne sait pas trop comment ça marche là-dessous. Gilles Ortlieb, je vous remercie vivement pour ces propos, pour cet entretien. Ce que je propose pour conclure, c'est que vous lisiez un extrait de Et tout le tremblement. Je vous laisse le présenter. D'accord.
Donc, et tout le tremblement, c'est des textes un petit peu divers. Il y a un peu des poèmes, il y a un peu des textes de circonstances, il y a des... Et puis il y a des notes sans date, presque, qui ont été un peu commodément réunies sous le nom de postcards, parce que c'est des choses qui ont comme point commun d'avoir été notées pendant un été, que ce soit en Grèce ou en Angleterre ou dans le Paris désert, même s'il est de moins en moins désert au mois d'août. Postcards. Quelques marches à descendre chez Karen Bauer, au tout début de la rue de Charonne, et l'on croit débouler dans la Lorraine profonde, avec vue de Longwy dans les années 50. Un plafond caramélisé par les années, des Saint-Nicolas en pain d'épices, des oursons en peluche, et une balance de la marque Berkel, pas moins datée. Tout cela fossilisé dans un cliquetis de couverts, à l'heure du coup de feu de midi. En bref, une illusion optique et acoustique en plein quartier de la Bastille. La serveuse, originaire de Thionville, ne ressemble pas à la jeune femme au sein dressé dont l'affiche éclaire l'un des murs. Les belles plantes ne s'arrosent pas à l'alcool. Même si elle a une voix grave et râpeuse d'antan, en servant des tartes au sucre, comme dans les boulangeries de Florange et autres petites villes en Ange.